Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Jean-François, hier, Joe Biden a dit qu'il a vu les photos des bébés qui ont été décapités. Il dit, je croyais que c'était une rumeur, mais c'est bien vrai. Je ne pensais jamais dans ma vie voir des photos de bébés décapités. Écoute, tu connais mieux l'histoire américaine que moi, mais j'ai quand même lu quelques livres. Il me semble que George Washington n'a pas fait ça. Il me semble que George Washington avait pas décapité des bébés, à moins que je me trompe, là. Écoute, le niveau de barbarie auquel ça donne les terroristes du Hamas est vraiment dans le pire des cas qu'on ait connus. Vraiment, c'est. Puis on voit quand on a une idéologie qui déshumanise complètement l'autre, l'adversaire, oui. C'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. On montrait hier sur Twitter un extrait d'une émission pour enfants avec des marionnettes que la télé du Hamas diffuse à Gaza, où les marionnettes apprennent à détester le juif. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, on s'arrache les cheveux, là, c'est terrible. L'antisémitisme, écoute, est enseigné dans une partie du monde arabe comme une chose normale. Et il faut savoir ça, là. Et c'est ça, Joseph Facal écrit ça là-dessus. Il est allé enseigner en Égypte et c'est vraiment enseigné dans les écoles l'antisémitisme. Cela dit, Tom, pour terminer notre volet Moyen-Orient, on voit les photos de Gaza, là, vraiment, les bombardements, tout ça. C'est sûr que c'est normal qu'ils se défendent, c'est normal qu'ils réagissent, mais en même temps, ils vont, eux autres aussi, peut-être se faire pointer du doigt en disant qu'ils commettent des crimes de guerre. Là, il faut que leur réaction soit quand même mesurée. C'est extrêmement bien dit. Je pense qu'on ne pourrait pas le dire mieux que ça, Richard, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une capitale. J'allais dire de sympathie, mais je dirais de compréhension qui n'existait pas il y a une semaine. Pourquoi de la compréhension? Parce que ça fait des années. Le truc dont Jean-François vient de parler, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Mais c'est Israël qui disait, est-ce que vous voulez savoir ou non? Quand on vous dit qu'ils nous haïssent, qu'ils veulent nous tuer tous, qu'ils veulent qu'entre la rivière et la mer, c'est-à-dire entre la rivière Jourdain et la mer Méditerranée, qu'il n'y ait plus de Juifs. Est-ce que vous voulez pas nous croire? Mais non, les gens commencent à croire. Les gens commencent à dire, un instant, là, on disait qu'il fallait avoir une approche équilibrée, puis machin. Il faut, par ailleurs, résoudre ces problèmes de longue date. Il faut résoudre les problèmes. Les tentatives, des accords d'Oslo, ainsi de suite, étaient quand même des sentiers vers une paix durable. Toute personne qui regarde ça souhaite une solution à deux États, un État palestinien qui respecte Israël et son droit d'exister, pas juste du bout des lèvres, mais dans les faits. Et il va falloir comprendre justement que si la réaction est celle du matamor de Netanyahou hier, qui disait tous et chacun, il va les tuer, et il peut pas faire ça sans tuer beaucoup plus de personnes que ça dans l'opération. Maintenant, on parle d'un corridor humanitaire, je veux bien, mais il va falloir que les meilleures têtes en Israël soupèsent chaque action et prédisent chaque réaction, parce que sur la frontière nord, plus de 100 000 missiles de Hezbollah, puis plus de 100 000 soldats de Hezbollah. Est-ce qu'ils veulent ouvrir une guerre sur deux fronts? Ça ressemblerait pas aux armées de l'Égypte, justement, ou de Jordanie, avec lesquelles ils étaient aux prises la dernière guerre de Yom Kippour, il y a 50 ans. On parle de gens aguerris, formés, équipés. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Donc, localement, j'oserais ajouter une phrase, si je peux me permettre. Ce week-end, le NPD ouvre un congrès, le plus important qu'ils vont avoir eu depuis très longtemps. Et là-dedans, il va y avoir des tendances qui risquent de s'exprimer sur fond de l'attaque présumée et prévue d'Israël en Gaza. Faites attention, Singh joue dans le pièce de théâtre anti-Israël depuis 2 ans avec ses résolutions. Il y a eu à Hamilton un syndicat cette semaine qui a dit des choses invraisemblables sur le Hamas. Bravo,
le soulèvement, c'est comme ça. Et une députée NPD provinciale comme Marit Stiles, que j'aime bien, la nouvelle chef du NPD en Ontario, n'arrive pas à dompter. Toute la terminologie, boycott, divestissement, sanctions, toute la rhétorique anti-Israël qui est utilisée. Ah non, je suis pas anti-juif, je suis pas antisémite, j'haïs juste Israël. Ben, malheureusement, pour ta thèse, il y a 8,5 millions de juifs en Israël et tu peux plus faire semblant juste de faire l'un sans faire l'autre. Et Jean-François, des fois, le discours anti-Israël ou anti-sionisme, tu grattes un peu, pas toujours, mais tu grattes un peu, puis c'est un discours antisémite qui se cache. C'est sûr qu'il y a des vases communicants, mais il y a des vases. Hein, bon, pour nos auditeurs, donc, l'antisémitisme, c'est être contre les Juifs. Le sionisme, c'est être en faveur de l'existence d'un État juif. Donc, être anti-sioniste, c'est être contre l'existence d'un État juif. Et à l'intérieur d'Israël, comme on le sait, il y a une opposition qui est très forte, qui dit des choses contre le gouvernement israélien. Ils sont ni antisémites, ni anti-sionistes. Ils sont des Juifs qui sont dans l'opposition. Alors donc, il est possible d'être très critique du gouvernement et des politiques du gouvernement israélien sans être antisémite, en étant soi-même sémite. Alors, il faut pas faire d'amalgame là-dessus. Il est vrai que des antisémites utilisent la critique anti-israélienne pour passer des messages. Et il faut être extrêmement, lorsqu'on est critique d'Israël, comme je pense qu'il faut l'être, il faut être extrêmement soucieux de voir qu'on a des bons alliés, mais on a des mauvais alliés aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs Biden en a parlé, dans les campus américains, en Australie, on a vu une manifestation il y a 2 jours où les manifestants criaient à bas les Juifs, gazons les Juifs, une manifestation au lendemain de la barbarie du Hamas qui dit gazons les Juifs dans un pays occidental comme l'Australie. C'est quand même épouvantable. Et donc, il y a, à travers ce conflit, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, de dire, un instant, on peut critiquer le Hamas sans vouloir la mort de tous les Palestiniens, on peut critiquer Israël sans vouloir la mort des Israéliens et faire ces distinctions-là. Et il semble que dans certaines de nos universités, en tout cas, la distinction a disparu. Tom, lundi, Joe Biden dit, on va faire un sommet, on va se parler au téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement avec la situation au Moyen-Orient. Donc, il a invité la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, mais pas le Canada. Qu'est-ce que ça dit, ça? On vient de nommer les 5 pays du Quint. Donc, ce sont des pays qui se réunissent à plus haut niveau que le G7. Dans le G7, il y a le Canada et le Japon qui ont été exclus. Les positionnements du Japon là-dedans ont été compliqués, mais le Canada, il faut le dire clairement, est maintenant perçu comme un enfant en culotte courte et l'enfantillage commence au bureau du premier ministre. Écoute, c'est dans le sujet, mais ça illustre, même si c'est pas le conflit lui-même. Hier soir, je faisais l'émission de bilan avec Paul Larocque et compagnie. Et on avait Pablo Rodriguez qui a essayé de spinner que la réaction et l'organisation du Canada pour amener nos ressortissants d'Israël en dehors du pays était meilleure que ce qu'on voit de nos yeux là. On voit, force aérienne Mexico, force aérienne Colombie. Les gens amènent les citoyens mexicains, les citoyens de la Colombie, on les sort du pays et ce depuis plusieurs jours. Le Canada, nada, rien. Oh oui, sauf un homme d'affaires de Toronto, lui, a nodisé un avion, est allé et a ramené beaucoup de citoyens canadiens. Donc, il était capable, lui, de faire ce que l'État du Canada n'est pas capable de faire. Ça illustre, et c'est pour ça que je le donne, c'est une illustration du point auquel on est paumé dans toutes nos relations internationales. En mars dernier, je lisais dans le National Post, Tom, en mars dernier, on a demandé au Canada de diriger une mission à Haïti, parce qu'on sait que c'est le bordel à Haïti. Et Justin Trudeau dit non, on peut pas, parce qu'on est trop poigné avec les feux de forêt, on peut vraiment pas. Finalement, c'est le Kenya qui a dirigé cette mission-là. Quand on voit qu'on n'a pas pris au sérieux l'ingérence chinoise au Canada, lorsqu'on voit qu'on s'est mis à dos l'Inde et tout ça, là, nos alliés commencent à dire, mais écoutons, on les invitera pas.
le Canada, dans des gros on sommets? est vraiment perçus comme des ticounes. J'étais attablé avec un diplomate de haut niveau des États-Unis au cours des dernières semaines. On avait une série de sujets dont il voulait parler, mais on est arrivé sur le militaire au Canada. Et ça, c'est pas un gars belliqueux, c'est un gars très équilibré. Mais il dit, vous n'êtes plus pris au sérieux. Il dit, on aurait tragiquement besoin de forces armées sur le front, par exemple, des États baltes, Lituanie, par exemple, l'Estonie. On a déjà quelques éléments là. Il dit, on pourrait même pas ajouter de manière significative. On n'a plus rien. Et on a prévu de couper 1 milliard dans les budgets planifiés de la défense nationale. Donc, le Canada est perçu comme un enfant d'école qui essaie de jouer dans la Ligue des grands. Et Jean-François, quand Justin Trudeau dit « We're back », qu'est-ce que... Ça fait longtemps qu'il l'a pas dit. Il a dit ça en 2015. Écoute, moi, je trouve ça très désagréable, ce qui est en train de se passer, parce que tout est vrai là, dans ce qu'on vient de dire. Puis, effectivement, la présence canadienne dans le monde est amoindrie depuis que Trudeau est là. Puis, il n'y a pas de bonnes explications, sauf l'absence de volonté politique. Et sur Haïti, moi, je pense que le Canada avait raison de ne pas s'en charger parce que c'est une mission qui est impossible. Mais quoi qu'il en soit, de chacun des cas particuliers, le Canada est un des pays où il y a la plus grande diaspora juive au monde, hein, un des 5 premiers. Et sur la question d'Israël, la position du Canada a été très, très ferme. Le Canada est un acteur mineur, mais un acteur constructif. Et là, ne pas appeler le Canada. Il y a quelqu'un à la Maison-Blanche qui a dit, on va appeler le Quint. On sait qu'on a des problèmes avec le Japon. Ben, on pourrait appeler le Quint plus le Canada, parce que dans le Quint, il y a l'Italie, franchement, l'Italie, tu sais, avec une premier ministre d'extrême droite. Bon, mais on va inclure l'Italie, mais on fait exprès de choisir le forum où le Canada n'est pas présent. Ça, c'est un choix politique, là. Hein? Je veux dire, ils ont décidé de faire une gifle au Canada. Et puis moi, je dis, après ce que le Canada a fait en Ukraine, je veux dire, s'il y a un truc où on peut dire que Trudeau et Freeland et Joly ont bien travaillé, c'est notre participation à l'Ukraine, qui est la principale affaire internationale de la décennie jusqu'aux événements de la fin de semaine. Je trouve que le Canada ne méritait pas d'être snobé par la Maison-Blanche dans un moment où il aurait pu ajouter sa voix. Et franchement, je trouve ça désagréable de la part de la Maison-Blanche. Mais par ailleurs, on croit dans ces autres pays de la quinte, je l'ai prononcé en anglais tantôt, dans ces autres pays, on croit que le Canada n'est pas fiable, notamment au niveau du secret du renseignement. C'est un communiqué conjoint. C'est un communiqué conjoint de bons souhaits pour la suite des choses. Qu'est-ce que ça coûtait, tu sais? Et ben justement, on n'est pas dedans. C'est leur manière de dire qu'on n'est pas dedans. Puis sur l'Ukraine, je vais quand même me permettre de dire ceci. On regarde le ministère des Affaires globales. Hey, c'est-tu ronflant comme titre? C'est plus les extérieurs. Le Canada, fort de ses 40 millions de personnes dans un monde de plus de 8 milliards, nous, on a un département des Affaires globales. On va s'occuper de la planète toute entière. En plein guerre illégale de Russie contre l'Ukraine, le Canada fait une chose qui brillait bien, favorable. On a dit que c'était des crimes de guerre de cibler des civils. On a dit que c'était des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que les génies à Global Affairs ont fait à Ottawa? Ils ont envoyé des hauts fonctionnaires des affaires mondiales à les festoyer en buvant du vodka et en mangeant du caviar avec les Russes la même semaine où ils ont dit que c'était des crimes de guerre. Et j'ai validé, j'ai parlé au plus haut niveau. J'ai dit, qu'est-ce qui vous est passé par la tête d'envoyer des gens festoyer à l'ambassade russe à Ottawa? Réponse, vous savez, on a un devoir vis-à-vis de nos diplomates dans tous les pays, y compris en Russie. Si on est trop en porte-à-faux avec les Russes, ben, ça risque d'aller mal pour eux autres. J'étais obligé de me pincer. Je dis, est-ce que vous avez découvert qui est le génie ou la génie, c'était la génie, qui a décidé d'envoyer ces personnes? Oui, on sait qui a pris la décision.
Et je dis, cette personne-là ne travaille plus pour vous autres. Non, il ne va rien lui arriver. Donc, c'est ça, là, le type qui est le sous-ministre des Affaires. Il est allé en commission parlementaire. Quand j'ai regardé ce gars-là, je me suis dit, OK, la personne qui a nommé ce gars-là, sous-ministre aux Affaires globales, cette personne-là devrait être congédiée avant lui, mais lui, il ne devrait plus être là-dedans non plus. Ça n'a plus de bon sens. Jean-François, est-ce que tu crois au virage nationaliste du Parti libéral du Québec? Alors, j'ai lu le rapport hier avec beaucoup d'attention. D'abord, je peux dire que d'un point de vue libéral, mais là, Thomas sera meilleur que moi pour dire ça, c'est un bon document libéral pour 2023. Moi, je vais donner le point de vue péquiste après Jean-François. D'accord, parfait, excellent. Et donc, c'est sérieux, il y a beaucoup de travail, il y a une tentative d'actualiser les choses. Évidemment, la mission est très, très difficile, puis ça ne va pas convaincre des gens qui sont à l'extérieur du corridor idéologique libéral, mais si tu es un libéral qui attendait quelque chose, tu peux être content du document. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? S'affirmer. Alors, affirmer la nation, ça veut dire quoi? Ils ont trouvé l'idée d'avoir une constitution québécoise, qui n'est pas une mauvaise idée, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans, à part le fait qu'elle existerait? Ils vont mettre l'interculturalisme pour affirmer la différence avec le multiculturalisme, très bien. Ça va pas passer comme une lettre à la poste au Parti libéral, mais quand même, donc, il y a un certain courage là. Mais ils vont enchasser les droits collectifs des Anglos. Alors, le droit de contrôler leurs institutions. Moi, j'y suis favorable. Mais quand même, c'est fort de voir quelle mesure pour le français est prise en équilibrant ça. Là, ils ont vraiment pas réussi. Je sais pas combien d'heures ils ont discuté. Ils font une très belle démonstration de la difficulté du français au Québec, mais ils débouchent sur une seule mesure, de dire qu'il faudrait que les entreprises qui ont des programmes d'éthique et de diversité et tout ça inclut là-dedans la promotion du français. Alors, c'est assez pâle comme proposition, et d'autant que, par ailleurs, ils se disent extrêmement préoccupés par la crise du logement. Ils proposent une loi contre l'inflation et pour le logement, mais ils disent en même temps, il faudrait suivre la progression démographique du reste du Canada pour garder notre poids au sein du Canada. Ça veut dire doubler l'immigration. Alors, où est-ce qu'ils vont les loger? C'est pas clair. Alors, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue ce matin parce que Jean-François Lisée qui défend le bilan du Canada sur la scène internationale et le rapport du Parti libéral du Québec. Alors, et là, le point de vue péquiste par Tom. Vas-y, Tom. Le PQ va noter avec intérêt que la bannière de la Gazette aujourd'hui a donné le titre suggéré par les libéraux. Les libéraux vont défendre les droits de la communauté anglophone. Donc, ça, c'est un coup réussi. Je me permettrais quand même de situer la démarche parce qu'on est en amont d'une course à la chefferie. Donc, ça, c'est un portrait de la situation après des centaines et des centaines d'heures de rencontres avec les militants du Parti libéral à travers le Québec. Donc, ça, c'est ce que eux ils mettaient sur la table. Maintenant, qu'est-ce que vont faire les candidats pour la chefferie du Parti libéral? Est-ce que ça les contraint? Rien du tout. Il y a des trucs là-dedans qui sont vraiment juste du wishful thinking. On dit, il n'y a qu'à changer le Sénat du Canada pour faire que c'est un truc pour les provinces et tout ça. Ben non, parce que tu peux pas, il n'y a qu'à avec le Sénat sans ouvrir la Constitution, puis tu ouvres la Constitution, le fil d'attente commence avec les droits des Autochtones, qui sont dus depuis longtemps d'être révisés, les droits des femmes qui ne sont pas assez clairs d'après la jurisprudence là-dedans. Donc, tu ouvres la Constitution, puis tu ouvres la boîte de Pandore du siècle. Donc, moi, j'étais chef d'un parti qui voulait se débarrasser du Sénat tout court. Mais la réalité, c'est qu'on savait très bien qu'ouvrir la Constitution, c'est tout ce que je viens de mentionner. Il y a des éléments là-dedans, moi je trouve ça assez insipide, mais ça serait quand même une manière de dire, on a fait le portrait de ce que veulent ou pensent les gens du Parti libéral. Là-dessus, ça aurait une certaine utilité, mais ça a zéro force contraignante et ça ne saurait dicter quoi que ce soit aux instances du Parti. Je pense qu'on peut citer Dalida, parole. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Non, moi, je sens que le péquiste Mulcair est beaucoup trop dur avec ce document. Le document, on ne peut pas demander au document de faire plus que ce qu'il devait faire. Il devait actualiser la pensée libérale.
Et sur la question des changements constitutionnels, c'est sûr, on sait que c'est extrêmement difficile, puis ça arrivera peut-être pas de notre vivant, puis on va vivre très vieux. Mais si dans un document de fond, tu ne dis pas ce que tu veux changer dans la Constitution, ben là, arrête de jouer, tu sais. Alors, ils disent deux choses. Ils disent, oui, moi, je suis d'accord avec ce qu'ils proposent sur le Sénat. Si j'étais fédéraliste, je dirais oui, pourquoi pas. Et aussi, ils disent, ben nous, on veut pas seulement Mitch, on veut Mitch plus. On veut plus la société distincte, on veut la nation. Alors moi, je salue quand même le fait que s'ils n'en avaient pas parlé, on aurait dit, ben là, ils abandonnent tout espoir de réintégrer la loi constitutionnelle. Mais non, ils l'abandonnent pas. Ils disent pas que ça va arriver dans 5 ans. Mais s'ils le disaient pas, ce serait pire. Ben, merci à vous deux. Je rappelle que je parlais avec Jean-François Lisée, ancien chef du NPD, et Thomas Mulcair, ancien chef du PQ. Merci, merci à vous deux.